Je suis marié à ma femme, Marie, t 38 ans. Et durant toutes ces années, il ne m'est jamais arrivé une seule fois de rentrer chez moi de trouver un inconnu dans mon salon en train de prendre des photos de la cheminée, du moins pas avant ce fameux mardi précédant mon 65e anniversaire. Laissez-moi reprendre depuis le début. Mon nom n'est pas important. Ce qu'il est, en revanche, c'est ceci: j'ai passé 40 ans de ma vie en tant qu'ingénieur en structure. J'ai bâti 3 maisons de mes propres mains, y compris celle où ma femme et moi vivons depuis 1994, et je n'ai jamais, pas une seule fois dans ma vie d'adulte, manqué de remarquer quand quelque chose n'allait pas dans une structure. Une fissure capillaire dans une fondation. Un mur porteur discrètement affaibli. Le genre de dommage qui semble invisible jusqu'à ce que tout l'édifice s'effondre. J'aurais dû voir les fissures dans ma propre famille bien plus tôt. Marie et moi avons 2 enfants. Notre fils, Laurent, qui vit à Lyon et qui appelle tous les dimanches sans faute. Et notre fille, Clara, qui a épousé un homme en qui je n'ai jamais eu pleinement confiance, mais que j'ai appris à tolérer pour maintenir la paix familiale. Son mari, Marc, est le genre d'homme qui rit trop fort à ses propres blagues et qui semble toujours être en train de calculer quelque chose derrière son regard. Il travaille dans l'immobilier commercial depuis 15 ans. Il connaît le droit de la propriété comme je connais instinctivement les tolérances de charge, par réflexe, toujours au service d'une transaction. J'aurais dû y prêter plus d'attention. Ma femme et moi avions prévu une semaine d'anniversaire tranquille. Rien d'extravagant. Nous possédons un petit chalet dans le massif du Vercors, un endroit que nous avons acheté pour presque rien il y a 22 ans et que nous avons lentement transformé en un havre de paix. Des pierres de taille posées à la main sur le perron. Un poêle à bois que mon fils et moi avons installé un week-end de novembre. Une vue sur la crête qui devient ambre et hors chaque mois d'octobre comme une horloge. Nous l'appelions le refuge. Marie avait peint une petite plaque avec ces mots exacts et l'avait accrochée près de la porte d'entrée l'été où nous avons enfin terminé la terrasse. Le plan était simple. Monter là-haut le jeudi. Passer 4 ou 5 jours sur place. Célébrer mon anniversaire le samedi avec un bœuf bourguignon et une bouteille de ce Bordeaux que nous gardions précieusement depuis 2018. Rentrer à la maison le mardi. Ma fille avait appelé 2 semaines plus tôt pour dire qu'elle et Marc ne pourraient pas venir. Des impératifs professionnels. Je n'ai pas insisté. Honnêtement, et je dis cela avec tout l'amour complexe d'un père, la semaine s'annonçait mieux sans l'attention que Marc a tendance à apporter dans chaque pièce où il entre. Ce que je ne savais pas, c'est que ma fille avait un tout autre projet. Je suis parti avec un jour d'avance. Le jeudi matin, je me suis réveillé à 4h30 avec cette agitation particulière qui me prend parfois avant un long trajet. À 5h, mon pick-up était chargé, le café était dans le thermos et j'ai décidé qu'il n'y avait aucune raison d'attendre. Marie prévoyait de monter le vendredi avec sa sœur. Je lui avais envoyé un SMS la veille pour lui dire que je partirais peut-être plus tôt. Elle m'avait répondu avec un emoji cœur en me disant de conduire prudemment. J'ai fait bonne route. Les montagnes étaient encore plongées dans la brume matinale quand j'ai quitté la nationale. Le chemin de gravier qui monte au chalet fait environ 1 kilomètre, serpentant à travers des chênes et des frênes. Il y a un virage près du sommet où les arbres s'ouvrent et où l'on aperçoit pour la première fois le Porsche. J'ai vu la voiture avant de voir quoi que ce soit d'autre. Un SUV gris foncé garé de travers près des marches de l'entrée. Des plaques d'immatriculation locale. Un autocollant d'une association immobilière que je connaissais pour l'avoir vu au bureau de mon gendre. J'ai arrêté le moteur au virage. Je suis resté là un moment, au ralenti. Il n'y avait aucune raison au monde pour que mon gendre soit à mon chalet un jeudi matin d'octobre alors qu'il m'avait dit, alors que ma fille m'avait dit, qu'aucun d'eux ne viendrait ce week-end. J'ai éteint les phares. J'ai parcouru le reste du chemin lentement, en me rangeant derrière le cabanon de jardin où le véhicule ne serait pas visible depuis les fenêtres de devant. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai fait ça. Un certain instinct. Le même instinct, peut-être, qui vous fait ralentir quand vous marchez dans un bâtiment et que quelque chose dans la pression de l'air semble anormal. Je suis resté assis dans la voiture encore 1 minute. Puis je suis sorti et j'ai contourné le chalet. Les rideaux de la pièce principale étaient ouverts. À travers la fenêtre, je pouvais voir mon gendre debout près de la cheminée en pierre. Il parlait à quelqu'un que je ne connaissais pas, une femme en tailleur tenant une tablette numérique. Elle hochait la tête pendant qu'il parlait. Elle avait la posture d'une professionnelle. La posture de quelqu'un qui mesure des pièces.
Mon gendre pointait le plafond du doigt. Puis les fenêtres. Puis la vue. Il lui faisait visiter mon chalet. Je suis resté immobile un instant. Il y avait un son dans mes oreilles, pas tout à fait un sifflement, mais plutôt comme le bruit de l'air juste avant qu'un front orageux n'arrive. Tout semblait sous pression, légèrement décalé. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Ils se sont tous les deux retournés. Je veux décrire le visage de mon gendre à ce moment-là très précisément parce que j'y ai repensé souvent depuis. Il est passé par 3 expressions distinctes en moins de 2 secondes. D'abord, le sourire automatique qu'il adresse à tout le monde, le réflexe du vendeur. Deuxièmement, quelque chose qui n'était pas tout à fait de la reconnaissance ni tout à fait de la panique, mais un entre-deux, un recalibrage. Troisièmement, ce sur quoi il s'est stabilisé, une performance de surprise décontractée, comme si je venais d'entrer dans une pièce où rien d'inhabituel ne se passait. « Tiens » a-t-il dit, « je ne savais pas que tu montais aujourd'hui. » « C'est évident » ai-je répondu. La femme à la tablette était devenue totalement immobile. Elle nous observait comme on observe 2 chiens inconnus l'un pour l'autre dans une pièce, avec prudence, prête à reculer. « C'est une collègue » a dit mon gendre. Elle était. Nous étions dans le secteur. Je voulais lui montrer l'endroit. J'espère que ça ne. Sortez, ai-je dit. Pas fort. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai 64 ans. Et j'ai été dans des pièces où des choses s'effondraient, structurellement, professionnellement, personnellement, et j'ai appris que la chose la plus efficace à faire dans ces moments-là est de devenir très calme et très précis. Pardon, a-t-il demandé. Je voudrais que vous quittiez tous les deux ma propriété, ai-je dit. Maintenant. La femme a fermé sa tablette. Elle n'a rien dit. Elle a marché vers la porte, est sortie, et j'ai entendu la portière de sa voiture s'ouvrir et se fermer un instant plus tard. Elle avait le bon sens de reconnaître une situation pour ce qu'elle était. Mon gendre, lui, n'a pas bougé. Écoute, a-t-il commencé, et je pouvais l'entendre passer dans ce registre qu'il utilise quand il essaie de rattraper une affaire qui tourne mal. Fluide. Raisonnable. Légèrement condescendant d'une manière qu'il a appris à faire passer pour de la patience. J'aurais dû appeler avant. Je comprends. Mais j'ai réfléchi à cette propriété et je pense vraiment que... Tu as réfléchi à cette propriété, ai-je répété. Le marché ici est très porteur en ce moment. Vraiment très fort. Un endroit comme celui-ci avec autant de terrain et une telle vue. Cette propriété n'est pas à vendre. Il m'a regardé un instant. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a souri. Pas le sourire du vendeur. Quelque chose de plus petit et de plus délibéré. Tu sais, a-t-il dit, maman et toi ne rajeunissez pas. Cet endroit est à 1h30 de l'hôpital le plus proche. L'entretien à lui seul, je veux dire. Tu as mentionné toi-même à Noël dernier que le toit avait besoin de travaux. À un moment donné, il faut penser de manière pratique à. Je pense de manière pratique, ai-je dit. Et je te demande pratiquement de quitter mon chalet. Il est parti. Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé le SUV gris redescendre le chemin de gravier. Je n'ai pas bougé avant de ne plus entendre le moteur. Puis je me suis assis dans le fauteuil près du poêle à bois, celui que Marie a retapissé il y a 3 étés avec un tissu vert foncé qui, selon elle, s'accordait à la crête, et je suis resté là pendant longtemps. Je ne suis pas un homme qui panique. Mais je suis un homme qui comprend la défaillance structurelle. Et j'ai compris à ce moment-là que ce que je venais de voir n'était pas un incident isolé. C'était un symptôme. On n'amène pas une collègue avec une tablette visiter une propriété un jeudi matin d'octobre sans raison. On ne fait pas ça à moins que quelque chose n'ait déjà été planifié. À moins que des conversations n'aient déjà eu lieu. À moins que des documents n'existent peut-être déjà. J'ai appelé mon fils. Il était tôt. Pas encore 7 heures du matin pour lui. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. J'ai essayé d'être calme et factuel. La façon dont j'avais appris à présenter des rapports d'expertise en ingénierie. Voici ce que j'ai observé. Voici ce que cela suggère. Voici ce que je pense que nous devons savoir. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis il a dit, « Papa, je dois te dire quelque chose. »
J'essaie de trouver comment te le dire depuis environ 3 semaines. Je me suis rassis. Ce que mon fils m'a dit a pris environ 20 minutes et couvrait les points suivants. Son beau-frère avait, au cours des derniers mois, fait des recherches. Pas seulement sur le chalet. Surtout. Il avait parlé à un conseiller financier, pas le nôtre, quelqu'un d'autre, au sujet de la liquidité de nos comptes de retraite. Il s'était renseigné sur une résidence-service senior à environ 40 minutes de notre maison. Pas de manière décontractée pour une planification à long terme, mais dans l'optique d'une visite imminente. Mon fils avait surpris une conversation téléphonique entre ma fille et son mari tard un dimanche soir, il y a 2 mois, alors qu'il était passé chez eux à l'improviste pour déposer un cadeau d'anniversaire pour leur plus jeune. Il était entré par la porte latérale qu'il laisse toujours ouverte. Il s'était tenu dans le couloir et avait entendu sa sœur dire, avec une sorte d'efficacité bureaucratique qu'il avait apparemment glacée sur place, le chalet seul devrait couvrir au moins 2 ans de leurs frais, et une fois qu'on aura réglé le mandat de protection future, le reste suivra. Le mandat de protection future. Mon fils n'avait pas entendu tout le contexte. Il s'était dit qu'il y avait peut-être une explication innocente. Il gardait cela pour lui depuis 3 semaines, essayant de se convaincre qu'il avait mal compris, de la même manière qu'on veut parfois désespérément croire que ce qu'on a clairement entendu n'est pas la réalité. « J'aurais dû t'appeler immédiatement », a-t-il dit. « Je suis désolé, papa. Je suis vraiment désolé. »« Tu m'appelles maintenant ?» ai-je répondu. « C'est ce qui compte. » J'ai passé le reste de la journée au chalet à faire 2 choses. Premièrement, j'ai appelé notre notaire, une femme que je connais depuis 20 ans, qui s'est occupée de nos testaments et de l'achat initial du chalet, et je lui ai raconté ce que j'avais découvert. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Ne signez rien. Ne laissez personne entrer dans cette propriété sans votre présence. Et notez tout. Date, heure, ce qui a été dit. » Elle m'a dit qu'elle vérifierait si des demandes de renseignements avaient été faites au cadastre concernant le titre de propriété. Deuxièmement, j'ai inspecté le chalet méticuleusement, pièce par pièce, comme j'avais l'habitude d'inspecter un nouveau chantier avant de donner mon aval. Rien n'avait été déplacé ou dérangé d'après ce que je pouvais voir, mais j'ai trouvé dans le petit tiroir du bureau de la chambre d'amis, le tiroir où nous gardons les doubles des clés et les factures d'électricité, une carte de visite. Pas la nôtre. Le nom d'une femme et le logo d'une agence immobilière résidentielle que je reconnaissais pour avoir vu leurs panneaux fleurir dans la vallée. Je l'ai prise en photo. Je l'ai remise exactement là où je l'avais trouvée. Marie est arrivée le vendredi après-midi avec sa sœur. J'avais bien réfléchi à la manière de lui dire. Et j'avais décidé que le plus important était d'être direct sans être alarmiste. Ce n'est pas une femme fragile. Elle a enseigné l'histoire au lycée pendant 31 ans et a géré des situations qui en auraient déstabilisé plus d'un. Mais c'était sa fille. Je savais que cela l'atteindrait différemment. Je lui ai dit à la table de la cuisine, devant un café. Je lui ai tout raconté, dans l'ordre. Je n'ai pas commenté, j'ai juste exposé les faits. Elle est restée silencieuse pendant un long moment quand j'ai fini. Sa sœur a tendu la main et a pris la sienne. Elle m'a parlé de cette résidence senior, a fini par dire Marie. Je pensais qu'elle était juste prévenante. Je pensais qu'elle anticipait l'avenir. C'est possible, ai-je dit. Mais la prévenance n'implique pas d'amener une collègue de l'immobilier visiter notre propriété sans nous le demander. Ma femme a hoché la tête lentement. Elle avait cette expression que je lui connaissais, pas dévastée, pas dans le déni, mais en train d'analyser les choses méthodiquement, réorganisant ce qu'elle croyait savoir face aux preuves réelles. « Qu'est-ce qu'on fait » a-t-elle demandé. « On rentre comme prévu mardi » ai-je répondu. « On agit normalement. Et en attendant, notre notaire travaille. » Notre notaire travaillait, en effet. Dès le lundi, elle avait trouvé quelque chose. Une demande d'état hypothécaire, une requête formelle pour examiner le statut de propriété du chalet, avait été soumise au bureau des hypothèques 6 semaines plus tôt. Le nom sur la demande n'était pas celui de mon gendre. C'était une entité commerciale, une SCI, Société Civile Immobilière, avec un nom fade et quelconque qui, après vérification au registre du commerce, listait mon gendre et ma fille comme gérants. Ils avaient formé une société ensemble pour des raisons qui n'étaient pas encore tout à fait claires, mais que notre notaire décrivait comme cohérentes avec la préparation d'une transaction immobilière. Je veux être précis ici parce que je pense que la précision est capitale.
À ce stade, aucun crime n'avait nécessairement été commis. Se renseigner n'est pas un vol. Créer une SCI n'est pas une fraude. Mais la forme globale, le secret, le calendrier, les conversations que mon fils avait surprises, la carte de visite dans le tiroir, la femme à la tablette un jeudi matin. Tout cela était sans équivoque pour quiconque acceptait de regarder la réalité en face. Nous sommes rentrés à la maison le mardi comme prévu. Marie et moi avons discuté pendant la majeure partie des 3 heures de route, pas avec colère, ou du moins pas seulement, mais avec cette sorte d'honnêteté qui devient possible quand on arrête d'essayer de protéger quelqu'un de la vérité. Nous avons parlé des signes que nous avions chacun remarqués au fil des ans. La façon dont Marc ramenait toujours les conversations vers l'immobilier à chaque repas de fête. La façon dont notre fille devenait parfois silencieuse quand certains sujets étaient abordés, un silence que j'avais interprété comme de l'ennui ou de la distraction, et que je lisais maintenant différemment. Cette fois, il y a 2 étés, où il m'avait demandé prudemment, presque en passant, si j'avais déjà pensé à mettre le chalet dans une SCI familiale. J'avais dit que nous avions déjà pris nos dispositions. Il avait répondu oui, bien sûr, et avait changé de sujet. Il planifiait cela depuis longtemps. Ce qui a suivi a pris environ 6 semaines et a impliqué notre notaire, un expert comptable qu'elle a fait intervenir, et finalement un dîner dominical très inconfortable que j'avais demandé à ma fille et à son mari d'honorer de leur présence. J'avais débattu de la manière de procéder. Je ne prétendrai pas que je n'étais pas en colère, car je l'étais. Mais la colère n'a jamais été l'outil le plus utile de ma boîte à outils. Ce que je voulais, c'était de la clarté, une prise de responsabilité, et autant que possible, que ma fille comprenne qu'il y avait encore un chemin de retour si elle choisissait de l'emprunter. Elle n'avait rien signé. Lui non plus, pas encore. Les demandes et la SCI étaient des préparatifs, pas l'exécution. Notre notaire pensait que si nous abordions la chose directement maintenant, nous pourrions fermer la porte avant que cela ne devienne quelque chose nécessitant l'intervention de la justice. J'ai choisi de croire cela de ma fille, qu'elle avait été manipulée par l'homme qu'elle avait épousé, et qu'elle avait encore la capacité de choisir différemment. Je pouvais me tromper, mais c'est ma fille. Ils sont venus dîner un dimanche de novembre. Marie avait préparé un bœuf bourguignon. C'était délibérément aussi normal que possible, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Après le dîner, à table, j'ai sorti le dossier que notre notaire avait préparé. Je l'ai posé au centre de la table. Mon gendre l'a regardé. Son visage a refait la séquence des 3 expressions, sourire, recalibrage, performance d'innocence. Ma fille l'a regardé, puis m'a regardé, et est devenue livide. J'ai tout passé en revue calmement, méthodiquement, la demande d'état hypothécaire, la SCI, la carte de visite dans le tiroir, ce que mon fils avait entendu, la conversation sur le mandat de protection future. Quand j'ai eu fini, mon gendre a commencé à parler. Je m'y attendais. C'est un homme qui répond aux situations où il est acculé en générant des mots, autant de mots que possible, de la même manière que certains animaux sécrètent de l'encre. Il a dit qu'il y avait un malentendu. Il a dit qu'il essayait de nous protéger, de s'assurer que nous avions des options, d'être proactifs dans la planification. Il a dit que mon fils avait du mal à entendre. Il a dit que la SCI était pour quelque chose de totalement différent. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il soit à court de mots. Cela a pris environ 4 minutes. Puis j'ai dit, je ne te demande pas de m'expliquer. Je te dis ce que j'ai trouvé, et je te dis ce qui va se passer maintenant. Ce qui s'est passé ensuite fut ceci, mon gendre a accepté, face à la lettre de notre notaire posée sur la table devant lui, de dissoudre la SCI sous 30 jours. Il a accepté que ni lui ni ma fille ne prendraient aucune mesure concernant notre propriété ou nos finances sans le consentement explicite, écrit et certifié de Marie et de moi-même. Il a accepté que si une telle mesure était prise sans ce consentement, nous poursuivrions tous les recours légaux disponibles. Ma fille n'a pas dit grand-chose durant tout cela. À un moment, elle a commencé à dire quelque chose et son mari lui a coupé la parole, je l'ai regardé refermer la bouche, et j'ai ressenti une tristesse bien plus profonde et ancienne que ma colère. À la fin, quand son mari est sorti vers la voiture, elle est restée à table un moment, juste nous deux. « Je ne voulais pas te blesser », a-t-elle dit. « Je sais », ai-je répondu. Il disait. Il n'arrêtait pas de dire que maman et toi n'étiez pas réalistes, que vous aviez besoin de quelqu'un pour prendre les décisions difficiles. Nous prenons des décisions difficiles depuis bien avant ta naissance, ai-je dit. Nous n'avons besoin de personne pour les prendre à notre place.
Elle a hoché la tête. Elle a regardé la table. Le chalet est à vous, a-t-elle dit. Je le sais. Je sais que c'était mal. Oui, ai-je dit. Ça l'était. Elle est partie. Je ne sais pas à quoi ressemble son mariage de l'intérieur, et j'y ai souvent pensé au cours des mois qui ont suivi. Je sais ce que j'ai vu à cette table, une femme qui avait été convaincue par quelqu'un en qui elle avait confiance que ce qui était mal était pratique, et que ce qui était pratique était nécessaire. Je ne sais pas quelle part venait d'elle et quelle part venait de lui. Je ne suis pas sûr que cela importe pour le moment. Marie et moi sommes retournés au chalet le printemps suivant. Nous avons remplacé la partie du toit qui en avait besoin. J'ai embauché une équipe, mais j'étais là tous les jours pour vérifier le travail. Mon fils est venu pour un long week-end, et nous avons terminé l'extension de la terrasse que nous planifions depuis 3 ans. Ses enfants ont attrapé leur premier poisson depuis le ponton un samedi matin. Marie se tenait à la fenêtre de la cuisine en les regardant, je me tenais à côté d'elle, et nous n'avons rien dit pendant un long moment. Mon 65e anniversaire est arrivé et est passé. Nous avons bu le Bordeaux. Il était excellent. Notre notaire possède l'acte de dissolution de la SCI dans ses dossiers. Elle possède également un compte rendu détaillé de tout ce qui a été découvert et de tout ce qui a été convenu. Non pas parce que je m'attends à en avoir besoin, mais parce que j'ai bâti ma carrière sur la compréhension que les structures doivent être documentées, que le dossier écrit est ce qui vous protège quand quelqu'un prétend plus tard ne plus se souvenir du plan initial. J'ai 65 ans. Je ne suis pas vieux. Je ne suis pas confus. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre des décisions difficiles en mon nom. J'ai remboursé un prêt immobilier pendant 30 ans. J'ai financé les études de 2 enfants. J'ai lu des rapports sismiques, des audits fiscaux et un diagnostic médical qui n'était pas ce que je voulais entendre, et j'ai tout géré. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir agi plus vite quand j'ai vu la première fissure. Parce que voici la chose à savoir sur les défaillances structurelles, ce que j'ai appris il y a 30 ans dans un métier que j'ai aimé et auquel j'ai donné toute ma vie professionnelle, au moment où quelque chose lâche de manière visible, les dommages sont presque toujours là depuis très longtemps. La question n'est jamais de savoir si vous allez les voir. La question est de savoir si vous allez regarder. J'ai regardé. 38 ans de mariage, 2 enfants, un chalet sur une crête, et je suis toujours debout à l'intérieur. Je regarde toujours la lumière se lever sur les arbres le matin. C'est toujours moi qui décide de ce qu'il advient de ce que nous avons bâti. Et c'est, je pense, exactement ainsi que les choses doivent être.